Lukaku, c'est son joueur préféré. Il a même dit récemment, c'est le mec qui face au goal, il a pas le pied carré. Je suis pas un expert en mentalisme. J'ai l'impression que tu mens. Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Je suis vraiment excité parce que c'est effectivement la première. Bienvenue dans le Noyau Dur, l'émission 100% football belge, 100% noir, jaune, rouge. On va parler pendant 1 heure des Diables Rouges, forcément. On va également parler de la JPR Pro League, mais tout ce qui gravite autour de notre beau football. D'ailleurs, le Noyau Dur, le slogan, c'est tout simple. Ce sont une émission d'acharnés pour des passionnés. Les acharnés, il y en a plein autour de ce plateau, dans ce plateau. Ils sont pas mal. On va commencer par celui à ma droite. Il transpire le football, il transpire l'Italie, le soleil. Son seul défaut, j'ai envie de dire, c'est un interiste. Fan de l'Inter. Sacha Tavoleri, journaliste de renom quand même, chez nous. Comment tu vas, Sacha ? Très bien. Je suis ravi de démarrer ce projet qui est un projet qu'on a travaillé ensemble depuis maintenant quelques mois. C'est un vrai bonheur d'avoir pu vraiment voir que ça voit vraiment le jour aujourd'hui, avec en plus des gens que j'aime bien et d'autres en plus de ça qui sont mes coups de cœur. Mais on y reviendra un peu plus tard. Tu sais, je voulais juste savoir si t'allais bien. Je voulais pas. Mais à la base, je parle, moi. Le mec parle déjà dans un monologue. C'est un Italien, c'est à cause des Italiens. Bon, il n'a pas encore parlé de Lukaku qui est parti. On sait qu'il est triste, là, la larme. Ça a cassé mon cœur. Voilà, sûr. Sacha est avec nous. Ça sera l'un des principaux chroniqueurs tout au long de cette saison dans cette belle émission. Nos deux autres chroniqueurs, ce sont des petits nouveaux pour le monde de l'audiovisuel, mais pas des réseaux sociaux, parce qu'ils ont quand même des comptes sur X, maintenant il faut dire X, plus Twitter, qui cartonnent malgré tout. À chaque fois qu'ils postent un truc, c'est une dinguerie, il y a plein de gens qui répondent. On va commencer avec Clément, de Joueur Belge. Salut Clément. Salut Malik, comment vas-tu ? Salut Malik. Tu m'as surpris. Tu m'as surpris, je pensais que tu allais parler à Patrick avant. Mais non, parce que justement, il y a Clément ici de Joueur Belge et Belgium Touch, l'autre compte sur X qui cartonne et aussi sur Instagram, c'est Patrick. Toujours grand sourire. Salut Pat. Toujours, salut Malik, salut Sacha, salut Clément, salut l'invité qu'on n'a pas encore vu. Justement, parce que une belle émission du Noyau Dur, ça ne serait pas une belle émission si on n'avait pas un invité. Et d'ailleurs, on va quand même l'applaudir parce que pour la première, il a osé venir, il a osé simplement s'exprimer aujourd'hui parce que c'est aussi sa première, je crois. C'est Richie Sagrado, le joueur de l'OHL. Donc s'il vous plaît, on l'applaudit parce que franchement, non, mais respect pour cette première. Comment tu vas, Richie ? Ça va toi, Malik ? Ça va, super. Encore une fois, mille merci d'être là parce que c'est une première pour nous, une première pour toi. Donc on va se détendre, on va être cool. J'espère qu'on va pas trop être loser dans le côté football belge parce que je crois qu'autour de nous il y a des mecs, ça transpire aussi le foot de terrain. Là on sent qu'il y a eu des années d'expérience dans le foot, non ? Football amateur avant tout, on est sur le football amateur, pas vraiment professionnel, mais oui, bien sûr, ça c'est certain. Bon Richie, du coup on va commencer un peu par toi. Dernier match plutôt bien, non ? Quand même un début de saison un peu compliqué, mais là belle victoire, 3-0. Oui, c'était une victoire importante surtout après nos défaites et nos matchs nuls, tout ça. Première victoire de la saison à la maison en plus, donc ça fait toujours plaisir de gagner à la maison. Ouais, et en plus, on en parlait juste en off, Sacha, Richie, c'est quand même un bel exemple de tout va très vite dans le football. Ouais, je vais un peu anticiper peut-être un peu tout ce que tu prépares après. J'ai pas envie de te spoiler. On est tranquille. Mais c'est un petit peu mon goat de la semaine. Richie, c'est un mec que j'ai vu face à dans le début de saison, puis après face à l'Antwerp où j'ai calé en fait. Il se fait que d'ailleurs je lui fais un gros bisou. On a un ami en commun qui est Pierre-Yvan Gawa, qui est aussi un joueur d'OHL, qui est un Liégeois également. Et je lui ai dit mais attends, mais qui est ce petit quoi ? Qui est ce gamin ? C'est un truc de ouf. Petit quand même, comment je l'ai vu il est très grand, mais débarquer, je dis, il est très grand, mais un petit, c'est avec le cœur que je parle, tu vois, c'est vraiment incroyable quoi, la façon dont il a explosé et dont il sur les premiers matchs comme ça, il a vraiment montré ce dont il était capable, avec surtout une envie, un enthousiasme, une pureté, tu vois, dans son envie de jouer au football, etc. Voilà, c'était mon goat de la semaine et j'ai le bonheur, ça c'est un luxe, d'avoir comme invité ici, tous ensemble, mon goat de la semaine, c'est donc Richie Sagrado. Pour moi, Clément et Pat, il l'avait préparé. Il s'est dit, j'ai pas envie de faire cette séquence. C'est quoi, je vais inviter Richie, j'ai envie de parler de lui pour qu'il fasse le moins de travail possible. Je pense que c'est ça. Bon, Richie, t'as compris dans l'émission, t'interviens quand tu veux. Ouais. Tu dis ce que tu penses et surtout, nous, on est très très ravis de t'avoir pour que tu nous fasses ton avis, tu nous donnes ton avis et ton expérience sur le terrain en tant que jeune joueur pro. On commence tout de suite cette belle émission, vous l'avez vu, on est chill, c'est un beau projet qu'on vous présente aujourd'hui et cette émission du Noyau Dur, elle commence maintenant avec la première séquence, messieurs, c'est le GOAT de la semaine.
Alors le GOAT de la semaine, c'est très facile, hein. C'est le joueur qui a retenu votre attention, messieurs. On va commencer par toi, Patrick. Quel est le joueur qui t'a impressionné pour le moment ? Alors mon GOAT de la semaine et même mon GOAT du début de saison, c'est évidemment Théo Léoni. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un début de saison pareil de sa part. On entend son nom depuis, on sait que voilà, il était capitaine chez les RSA Futur. Il est assez âgé entre guillemets pour un jeune joueur maintenant, parce que c'est un 2000, donc 23 ans. Et pourtant, ça montre qu'en fait, on va dire la croissance de tous les joueurs n'est pas pareille. C'est pas parce qu'à 22 ans, tu n'es pas encore titulaire en A que ça veut dire que ta carrière est finie. Et lui, c'est le bel exemple. Là, il s'est imposé dans l'équipe, il est titulaire. Je pense même que c'est le plus titulaire parmi le milieu du Sporting d'Anderlecht. Et moi, voilà, c'est ma découverte et mon coup de cœur du début de saison. C'est vrai que c'est toujours interpellant de se dire que, il a 23 ans. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, 23 ans, c'est peut-être un peu trop tard, non ? C'est surtout que le football va tellement vite qu'effectivement, c'est une question de transition aussi, tu vois. Il y a toujours, je pense que chaque année, 2 ou 3 pépites qui explosent, etc. Et on ne laisse jamais vraiment le temps à certains joueurs d'arriver comme ça un petit peu sur le tard, surtout dans des clubs comme le Sporting d'Anderlecht. Bon, heureusement, toi, Richie, pour parler de toi, ça arrivait très vite, mais c'est le bel âge aussi pour commencer une carrière d'expérience. Ouais, mais je ne m'attendais pas à exploser aussi vite. Si ça peut arriver, j'étais surpris. Mais oui, je suis toujours content de démarrer à 19 ans surtout. Ouais. Et quoi, quand on démarre, il y a une pression, tu te dis, oula, bon, ça y est, c'est lancé, c'est parti, ou pas du tout, tu restes dans ta mentalité de, je vais tout donner pour... Non, quand même, il y a quand même une pression, même une grosse pression, surtout... j'ai démarré premier match de championnat contre Charleroi. Ah oui. À Charleroi. Ah oui, le match. Ouais. Donc, c'était pas un très beau match de football. Donc, c'était toujours difficile de commencer un match contre une équipe comme ça. Théo Léoni, tu le connais un peu ? Ouais, j'ai un peu vu jouer. J'ai vu qu'il avait il s'était un peu imposé là-bas à Anderlecht. Et très surpris de cette découverte. Bah oui, c'est vraiment un début de saison remarquable. Par contre, j'ai une question. C'est bon pour toi, Patrick, s'il va en sélection ? Parce que visiblement, c'est bon pour certains consultants. Ouais, j'ai entendu qu'il devait aller en sélection. Ouais. Là, avec Amouzou, pour moi, ce serait normal si les deux vont en sélection. Ah ouais, c'est logique. C'est logique. Bah oui, logique. Ça fait un petit temps qu'on le réclame, non ? Enfin, que certains le réclament. Non, c'est une vanne, en fait. On est vraiment sur une vanne. Parce qu'il n'a pas du tout le niveau pour être Diable Rouge au moment où on se parle. Et je pense qu'il y a des gens qui s'enflamment énormément sur certains niveaux. Prépare-nous ta vanne, parce que je suis tombé dedans. Là, tu vois, on va pas couper. Parce que là, je fais, en plus, c'est vrai, je me fais passer pour un bouffon devant tout le monde. Maintenant, Théo Léoni, n'hésitez pas quand même à réagir. Si vous voulez voir Théo Léoni chez les Diables, dans l'équipe première, est-ce que vous êtes d'accord avec Sacha, d'accord avec Patrick ou pas d'accord ? C'est le principe aussi de l'émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Trop tôt pour toi ? Trop tôt. Non. Même s'il a déjà 23 ans, il n'a pas encore assez d'expérience en pro pour se dire OK. Bon, on aura l'occasion de redébattre de ces joueurs-là. On va continuer dans le GOAT de la semaine. Du coup, on va demander à celui qui a bien préparé ses fiches, parce que c'est assez compliqué, ton GOAT de la semaine, Sacha. Justement, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est évidemment Richie. Et surtout... très heureux aussi que, alors le jour avant que justement ce monsieur honore sa première sélection en U21, il puisse être avec nous, c'est quand même aussi exceptionnel pour l'émission, mais surtout voilà, ça prouve également que les talents parfois ça sort de nulle part et il faut vraiment aussi faire confiance à la vie. Même on s'inquiétait souvent, en Belgique on disait oui mais on n'est pas armé, on va pas avoir de talent, machin bazar. En fait on les connaît pas tous les joueurs, tu vois. Et on connaît pas tous leur développement, tu vois ce que je veux dire. Il faut aussi trust the process, comme dirait Vincent Compagnie. Quand tu dis de nulle part, je me doute bien que quand tu dis nulle part, c'est pas vraiment nulle part, parce que il y a un chemin, il y a un travail. Il y a un chemin, mais je veux dire, il a bousculé l'ordre établi. C'est ça que je veux dire. Quand Richie il est arrivé, il a dit à tout le monde bonjour, je m'appelle Richie, quoi, tu vois. Premier match, tout de suite, il a mis sa carte de visite. C'est comme ça aussi les joueurs, tu vois. Il faut savoir juste entre guillemets montrer qui on est, et c'est ça qui est beau. C'est que certains joueurs sont très bons, mais pendant des années on les voit pas, ou en tout cas ils sortent pas du lot parce qu'ils manquent de personnalité. Le mec il avait joué un match et voilà. Et je dis pas ça parce que t'es là, tu vois. T'aurais pas été là, je lui aurais quand même dit la même chose. Le principal intéressé, c'est vrai ça. Direct tu t'es dit bon allez, moi j'y vais quand je suis dans mon match, je pense à rien d'autre, je fais mon taf. Quand je suis dans mon match, vraiment je pense à rien d'autre. Pour moi il y a pas de hiérarchie des plus anciens, donc tu dois plus prouver et le plus jeune doit moins prouver. Tu es dans ton match, tu fais ton match au maximum et après on verra comment ça va donner. Mais quoi, quelque part, est-ce qu'il y a encore des joueurs, sans balancer des noms, ou alors si tu balances, je me dirais le mec il en a, mais il y a encore des joueurs un peu plus âgés qui disent c'est quand même moi, le respect des anciens, etc. Il y a encore ça. Au début, les 2-3 premiers matchs, oui, mais depuis que je me suis imposé avec mes 2 buts là. Ça fait taire les gens, quoi. Alors, on passe au dernier GOAT de la semaine, Clément. Alors je t'avoue que tu m'as surpris parce que franchement je me dis pourquoi lui, quoi. J'ai décidé de prendre Thomas Kaminski.
Et c'est vrai que déjà, je l'ai pris un peu pour bousculer les codes, on va dire. Pas qui rigole, mais il se dit qu'est-ce que... Vous vous moquez de moi, c'est ça? Vas-y Clément, vas-y, on t'écoute. J'ai pris Thomas Kaminski parce que j'avais envie de mettre un peu la lumière sur lui, parce que je trouve, et c'est dommage, qu'à Luton, il va pas avoir le respect qu'il mérite. Je trouve qu'il fait un très bon début de saison, malgré le très mauvais début de saison de Luton. Et je voulais le prendre pour aussi un peu le mettre en lumière, parce que on le mettra pas en lumière sinon. À Luton, il va prendre 2-3 buts par match. Il va prendre cher. Oui, il va prendre cher à Luton, il va prendre 2-3 buts par match. On le verra sur les ralentis de buts. Ouais, mais par exemple, et c'est aussi en partie pour ça, que je l'ai pris contre Chelsea. Ouais. Il en prend 3, mais si c'est pas Kaminski, ils en prennent 6. Ils en prennent 6, 7. Il sort 2-3 grosses parades. Et c'est comme ça quand même assez régulièrement. Donc pour moi, il mérite mieux. Et je voulais le mettre en lumière. Franchement, respect de regarder Luton déjà. Moi, je dis ça. C'est vrai. Mais on reviendra tout à l'heure sur la sélection. Est-ce que Kaminski a encore sa place en tant que gardien chez les Diables? On en reparlera. Parce que effectivement, là, pour l'instant, on a vraiment des pures pépites en gardien. Non, mais là aussi, c'est une vanne. Ça marche pas. J'étais en train de regarder, j'étais là. Attends, mais de qui il parle? Parce qu'on a quand même notre plus grand gardien, des plus grands gardiens du monde blessés. Donc, on va parler de qui, en fait? Là, c'est un peu compliqué. Voilà qu'on retravaille nos fans, parce que là, c'est premier degré. Bon, voilà, mais si vous avez aimé, donc du coup, cette partie, le go de la semaine, si vous êtes d'accord avec, n'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec nos chroniqueurs ou pas d'accord, c'est le principe de Noyau Dur, venez participer. Vous pourrez envoyer aussi des vidéos, chaque émission, on pourra vous relayer, on pourra en débattre, c'est le principe. Nous, on est ouvert parce que on est des acharnés de football, on est des passionnés, mais vous aussi, donc restez bien connectés avec nous. Et on passe tout de suite à la deuxième séquence, messieurs, c'est le Mercato des Diables Rouges. Mercato des Diables avec cette unique question, c'est de savoir est-ce que nos Diables ont fait le bon choix. Alors, comment on va procéder pour voir un peu s'il y a débat? J'espère, pour l'intérêt de l'émission, qu'il y aura quand même des contradictions, les gars, parce que si vous allez tous dire c'est mieux. Ouais, mauvais choix, bon choix, non. Je vais vous citer tous les joueurs. Voilà, j'ai pas tous les noms. D'ailleurs, si j'en oublie, n'hésitez pas à m'interpeller. Et vous allez me dire si c'est bon choix, pas bon choix. Ok. On va commencer avec. J'avais envie de commencer par lui. Carrasco à Al-Shabaab. Ouais, bon choix. Yannick, mauvais choix. Mauvais choix. Mauvais choix, Clément. Bon choix. Mauvais choix. Mauvais choix. Ouais. Richie. En fait, c'est un bon choix parce que quand tu connais Yannick et que tu connais un peu sa personnalité, c'était inévitable en fait. À partir du moment où il a je peux aller sur mon argument ou pas? Ouais, vas-y, parce qu'après, non, tracasse. Vas-y. Après, je laisse parler Clément parce que j'ai envie de savoir, même Richie, parce qu'ils sont pas d'accord. Non, mais moi, je trouve que c'est un bon choix parce qu'au final, sportivement, il est arrivé au bout d'un cycle avec l'Atlético et je pense pas qu'à son âge, il aurait encore eu les top équipes qu'il aurait pu avoir, par exemple, dans les prochaines années, etc. Il y a une proposition qui est extraordinaire. Ça dénote la personnalité d'un joueur, d'accepter une offre d'Arabie Saoudite. On le sait. C'est un joueur qui est plutôt attiré aussi par le facteur financier. Ça, on ne peut pas non plus dire le contraire, puisqu'il est parti en Chine tout simplement pour aller justement chercher cet argent-là. Donc aujourd'hui, il a vu une opportunité. Il est avec un des plus grands agents du monde, qui est Pini Zahavi, qui est le mec qui a fait la moitié des transferts en Arabie Saoudite. Il y a aussi ce facteur-là qu'il faut prendre en compte. Il n'y avait rien d'autre ? Il y avait rien d'autre sur le papier, clairement. Ouais. Le Barça, en fait, n'a jamais voulu se positionner parce qu'il a eu son fameux problème. Enfin, plutôt, la Liga a empêché le Barça de transférer à cause et d'enregistrer des joueurs, tout simplement à cause de leurs finances. Donc ça, c'était le principal problème. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un bon choix pour lui parce que c'est l'ouverture vers une nouvelle aventure et au final, il aurait peut-être plus jamais eu cette opportunité. Ouais, mais attention les gars, comment ma question, c'est Diable Rouge, on parle des Diables, donc l'importance de l'équipe nationale. Est-ce que c'est, quand on part en ce Diable Rouge, le bon choix? Ah oui. Richie, toi tu dis mauvais choix, pourquoi? Parce que pour moi, Carrasco, il avait encore le niveau pour jouer dans un championnat européen. Ah, exact, moi je suis assez d'accord aussi. Et surtout pour les Diables Rouges, aller regarder un championnat chinois pour prendre la sélection, je pense pas qu'on va trop le faire. Donc je suis pas trop d'accord avec son choix. Ouais, Clément, c'est vrai ça, parce qu'on en parlait un peu. Quand tu vois l'effectif, t'as encore des cadres, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais il y en a qui ne sont plus là, des cadres qui sont plus là. Donc des mecs comme Carrasco, est-ce qu'ils doivent pas prendre un peu le lead? Et quand tu te dis que ton leader, il se tape l'Arabie Saoudite en se faisant un paquet de fric, mais qu'il joue contre des équipes d'équivalent de la D4 polonaise, j'exagère peut-être, mais... Non, mais c'est vrai que le niveau est très bas, là-dessus, t'as raison. On a bien vu la période où il est parti en Chine. De toute façon, il avait plus le niveau. Moi, je me souviens de sa Coupe du Monde 2018. Je crois qu'au moment de la Coupe du Monde 2018, il était encore en Chine. Mid.
très mid. Et après, on peut pas le blâmer de l'aspect financier, surtout quand on sait... je pense qu'on a tous vu les offres que certains joueurs ont reçues. Ouais, mais effectivement, ça dénote un peu du caractère. Je sais pas, on en avait parlé récemment avant de faire l'émission. On se disait, pour être un jour une grande nation, il faut avoir des mecs de caractère, des mecs qui veulent être... Enfin, je sais pas, qui sont compétitifs. Et moi, quand je vois que nos cadors, enfin, en tout cas, celui-là qui fait partie des cadors se dit, bon, moi, je pense à moi et je vais me faire de l'argent. Je sais pas, Patrick, non Non, moi, je suis comme Sacha et moi, je me mets à la place de Carrasco. Hein, ouais, mais toi, t'es un bling-bling. Ouais, moi, j'aime l'argent. Non, clairement, faut se dire, il a 30 ans. Je pense à l'Atlético, il a fait le tour. En sélection, justement, à 30 ans, est-ce qu'on a vu que c'était un cador ? Je pense pas. Je suis d'accord. Donc, en vrai, qu'il aille prendre son argent, il a raison. Okay. Il y a une famille, peu importe. Et quelque part, je vais enchaîner là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant d'analyser ça par le prisme des Diables Rouges. Ça va peut-être ouvrir aussi une possibilité à d'autres pour reprendre le flambeau et vraiment assumer un rôle de leader qu'on attend d'eux. Tu vois, on parle de Jérémy Doku, on parle de Yohan Bakayoko, on parle de Dodi Luque-Bacchio. C'est que des joueurs qui vont à un moment donné devoir aussi s'imposer comme des leaders très rapidement. Oui, ça leur met beaucoup de pression, mais il faut quand même assumer ce facteur-là. Et voilà, et aujourd'hui, voilà, peut-être que la transition, elle se fait plus vite que eux l'avaient prévu, mais ils doivent pouvoir assumer ce flambeau-là parce que la Belgique va avoir besoin d'eux dans quelques mois, en juin. C'est eux qui vont devoir porter cette Belgique-là. Et c'est eux qui vont devoir progresser dans leur club pour pouvoir montrer aussi autre chose. Il a déjà débordé sur le prochain débat. Mais bon, j'espère que tu as encore plein d'arguments, hein, parce que c'est le prochain. Il est tranquille, avec son beau petit... Je t'ai pas encore assez compliment. C'est beau petit polo. Hein, on sent... C'est pas encore la fin de l'été, ça fait plaisir. C'est jamais la fin de l'été avec moi. Bon, on enchaîne avec un autre Diable Rouge, forcément. C'est les plus faciles. Hein. Lukaku à la Rome. Bon choix. Ouais, c'est un bon choix. Moi, mauvais choix. Ok, il en fallait un, mais c'est bien. Pourquoi mauvais choix, Patrick ? Moi, mauvais choix dans le sens où je pense qu'il s'est mis tout seul dans la situation que la Roma était le seul choix possible. Parce que je pense que les deux meilleurs choix possibles de base, c'était soit tu restes à l'Inter, ou physiquement il s'était remis d'aplomb, soit tu essayais quand même l'histoire avec Chelsea, nouveau coach, de recréer quelque chose. T'as merdé, honnêtement. T'as merdé, c'est-à-dire qu'avec l'Inter, t'as tout gâché. Chelsea, apparemment, il n'y avait jamais eu de discussion réelle avec Pochettino. Donc là, il restait quoi ? L'Arabie Saoudite ? La Juventus ? Il a refusé, hein. Bon, je pense. Il a jamais refusé l'Arabie Saoudite, ça c'est faux. Non. Il a jamais saisi l'opportunité parce qu'il y avait des mecs tu penses qu'il aurait accepté ? Bien, il était même très intéressé. Quand il a fait sa réunion à Paris, je dirais même l'hôtel au Georges V avec le président d'Al Hilal, il était très intéressé. Il lui a pas dit non, j'ai pas envie d'y aller. Il est allé, il a fait ses rendez-vous, il y avait évidemment ses intermédiaires autour et il était très très chaud. Donc c'est pas vrai. C'est juste qu'à un moment donné, Al Hilal a jugé ses prétentions salariales et peut-être aussi son attitude un petit peu trop. Mais ouais, par rapport à ça justement, on disait, je pense que c'est Molina qui disait que le fait que les médias ont survendu les chiffres, par exemple pour Benzema, que Lukaku il s'est dit moi je peux demander un salaire 100 millions, alors que l'Arabie Saoudite donne pas ce genre de salaire. Même à Benzema, il a pas 100 millions. Est-ce que c'est ça qui fait que... Ah oui, parce que au final, tu te retrouvais avec, au maximum, tu te retrouvais avec à peu près 30 millions de dollars, si tu comptais, entre guillemets, les images de... Oui, seulement pour lui, mais dans sa tête, quand il proposait, il était à 90 millions, quoi. Bon, Richie, toi, tu dis que c'est un bon choix. C'est vrai qu'au final, vu la situation, il rebondit. Non, plutôt. C'est un très bon club, l'AS Roma, les copains. Tu dis tout à l'heure qu'on regarde par rapport au prisme des Diables Rouges. Pour les Diables Rouges, c'était le meilleur choix possible. La Roma, en tout cas, dans ce qu'il avait comme choix à faire. D'accord avec ça, Richie ? C'était le meilleur choix possible ? Pour moi, parce que le championnat italien, je trouve que c'est un très bon championnat pour Lukaku. Il a déjà fait une très bonne saison là-bas avec l'Inter. Vu qu'il n'avait pas trop bien réussi l'année passée, pourquoi pas essayer dans un autre club en Italie ? Je me demande juste avec le mou ce que ça va donner, quoi. Parce que la dernière expérience, c'était pas quand même... Non seulement ça, mais en plus de ça, c'est pas particulièrement un joueur qui l'a validé. Il faut savoir que c'est une transaction qui s'est faite par l'intermédiaire de Rock Nation, qui est très proche de Dan Friedkin aux États-Unis, et qu'ils ont travaillé en fait entre Américains pour faire ce deal. Bon, Mourinho n'a pas dit oui, c'est une mauvaise idée. Il a l'opportunité d'avoir un mec qui va amener de la concurrence à Tammy Abraham, un joueur qu'ils ont payé 40 millions d'euros. Je pense qu'à un moment donné, ça va être intéressant aussi pour l'équipe de l'AS Roma d'avoir deux mecs comme ça devant. Mais de là à dire déjà qu'il va commencer titulaire chaque match, je ne suis pas persuadé. Et puis en plus de ça, est-ce que Mourinho va lui faciliter la vie ?
Je ne pense pas non plus. Donc, c'est aussi un vrai défi pour Lukaku. C'est un dernier vrai défi pour sa carrière. Et puis surtout, c'est surtout un échappatoire pour pas rester en réserve à Chelsea toute la saison. Ouais, parce qu'on y reviendra par rapport à cette question avec les Diables. Ça aussi, ça a été quand même... je ne sais pas mentalement comment il l'a vécu, mais ça a été quand même assez chaud. C'était pour lui. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, Tammy Abraham, il s'est fait les ligaments, je pense. Donc, il est blessé de longue durée. Il y a Belotti qui a marqué... je pense que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas marqué. Là, il a marqué au début du championnat. Moi, j'ai pas peur pour sa place de titulaire, honnêtement. Et même la relation avec Mourinho, je pense que Mourinho sait qu'avec, par exemple, avec un Pogba, ça allait pas du tout. Mais Lukaku, là, c'était plus difficile avec Ole, par exemple, qui voulait le mettre sur un côté, que vraiment avec Mourinho. Ça fait quand même 3e club où il se retrouve. Je pense que la mentalité de Lukaku match mieux avec Mourinho que peut-être Pogba avec Mourinho. Là, il y avait vraiment une cassure, mais je suis pas sûr que ce soit si. Et puis peut-être 2 has-been ensemble. Ouais, c'est ça, exactement. C'est chaud, c'est chaud. Moi, je mets les paris. Mourinho, il finit pas la saison. Ok, on verra ça. On a enregistré, on verra. Attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Mourinho ne finit pas la saison, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Ok. En plus, il le dit. Il le dit pas normalement. Il le dit en mode tout doucement. Ouais. Il dira pas. Saison 3, Mourinho. Bon allez, on enchaîne avec un autre diable. Là pour l'instant je fais les plus gros parce que voilà, je m'attendais à pas forcément de débat. Doku à City. Bon choix. Meilleur choix possible pour sa carrière. Mauvais choix. Et allez, encore le Pat il est là pour contredire tout le monde, mais c'est ça qui est bien. Allez, c'est toujours le même. Bon, mais tu sais quoi, attends, je veux juste savoir un de vous qui veut se prononcer pour savoir pourquoi c'est un bon choix. Peut-être Richie, puis. Déjà avec le départ de Mahrez, je trouve que c'était le meilleur choix possible pour Doku. Surtout que là, il est presque sûr d'avoir sa place de titulaire et surtout de jouer dans une grande équipe avec Pep comme coach. Je pense que c'est vraiment le meilleur choix pour lui. Ouais, parce qu'en plus, Guardiola a dit récemment, pas par rapport à son dernier match, mais qu'il avait dit c'est le type de joueur, il n'a pas promis forcément d'être titulaire, mais c'est le type de joueur dont on a besoin quelque part sur toute une saison. C'est des joueurs qui font des différences. À un moment donné, ils sont comme ça face à un défenseur, ils font des différences sur... Peut-être, tu vois, avec une équipe en plus de ça très offensive, avec une possession de balle très importante, t'es souvent dans le deuxième tiers adverse, ils font des différences sur peut-être 5 mètres, mais ces 5 mètres-là te permettent d'aller amener le ballon dans le box. Et devant, t'as Alvarez et Haaland, ils sont sur la même longueur d'onde et sur à peu près les mêmes temps de passage que la saison dernière. Ils vont claquer 45 buts et puis c'est terminé. Lui, il est là pour tout simplement apporter et surtout apprendre. Et tu l'as vu, le match face à Fulham était hyper intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Pas en entier, mais j'ai vu. Le match en fait est intéressant parce que lui il stresse au début. Tu le vois, il crève de trouille. Il est là et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai jamais vu Jérémy Doku descendre pour aller tacler sur le latéral droit, mais il l'a fait. Tu vois, il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il se dit il faut absolument que j'écoute les consignes qu'on me demande parce que j'ai besoin d'apprendre. Il est là en train d'ingérer un logiciel d'apprentissage. C'est vraiment ça. Et quand il va devenir le joueur qui doit être sous Guardiola... Et il se rend compte de là où il est. Donc ce sera autre chose, tu vois. Après, Clément, on en avait parlé aussi, est-ce que t'as pas peur de ces blessures, forcément ? Parce que là, on passe d'un autre niveau. En Ligue 1, ça a été compliqué pendant quelques années. Là, la Première Ligue, je pense que Guardiola saura gérer. Je pense que Guardiola saura gérer ça. Il y a eu un petit peu des doutes aussi sur Haaland au début parce que quand il arrive à City, la saison et demie qu'il fait avant à Dortmund, il se blesse 2-3 fois. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il va pas non plus nous devenir un injury prone comme on dit et flop à City ? Ouais, mais je voulais juste te dire Clément, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le type de gabarit, peut-être que Richie pourra nous dire ça, ce type de gabarit petit qui peut très vite se blesser, surtout pour faire des accélérations comme ça à répétition. Je sais pas. Il a eu des problèmes de blessure à un moment donné. Alors, je sais pas, Richie, si c'est physiquement par rapport à l'explosivité ou quoi. Si, c'est pour ça. Les joueurs les petits explosifs, ils se blessent facilement. Surtout dans les petits mouvements quand ils accélèrent. C'est vraiment très difficile pour eux de garder la blessure. Et toi, tu le sens, par exemple, quand tu fais... Non, parce que moi, comme je suis gros de taille, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais lui, comme il est vraiment petit et vraiment explosif... Ah, c'est ça. Ouais, il doit gérer ses efforts, en fait. Ouais, je pense aussi. Sur la longueur, il faut voir si ça tient. Et justement, le championnat anglais, si c'est pas l'un des plus compliqués au monde, parce qu'il y a énormément de matchs. Mais bon, visiblement, c'est un mauvais choix. C'est pour ça, alors, du coup. Enfin, on me donne la parole. C'était juste ça. Ouais, parce que... enfin, je peux parler. Alors, ouais. bon, excuse-nous. Déjà, je m'autoproclame fan numéro 1 de Jérémy Doku. Voilà, pour commencer. Et pour moi, c'est trop tôt dans le sens où Doku, il faut dire, c'est un très jeune joueur. On le voit depuis tellement longtemps. Il était là à l'Euro 2020-2021, mais c'est un 2002. Qui vient d'avoir 21 ans et au final il n'a pas de saison complète encore à Rennes parce qu'à chaque fois il y a une blessure par-ci ou alors il n'était pas titulaire, donc là il commençait vraiment depuis justement avril de la saison dernière à être
le joueur offensif par qui tout passe à Rennes. Et je pense que faire cette saison complète où c'est le leader offensif de Rennes, ça aurait été vraiment intéressant. En plus, Rennes a une ambition quand même. Un peu pour le moment. Parce qu'il est parti, évidemment, c'est pour ça. C'est la seule explication. Mais voilà, moi j'aurais aimé surtout qu'on ait saison post-Euro. Voilà, à City, on ne sait pas comment ça peut se passer. En plus, Guardiola, je trouve, il a quand même changé de paradigme. J'utilise des mots compliqués, dans le sens où... Non, t'inquiète, je crois qu'on a tous compris. Une paradigme, bien sûr, mais ça, c'est un homme. Bravo, monsieur. Tu viens de te serrer la main le jour où j'aurai l'occasion. Après, qu'en Angleterre, on se pose des questions. On se dit, c'est qui ce gars, quoi. Parce qu'en fait, avant, c'était le Manchester City des ailiers au tout début. Guardiola, c'était Sané, c'était Sterling. Là, c'était vraiment une équipe de ses côtés. Mais là, on a remarqué, avec la disparition des latéraux, même la saison passée, la disparition vraiment des ailiers provocateurs comme on a pu connaître avec Grealish, Bernardo, c'est pas le même type d'ailier. Mais, je me permets de te dire un mais, ils n'ont pas forcément, je crois, vraiment réussi, je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'il y a quand même ce côté progression. Guardiola les a fait progresser, Sané, Sterling. Pour moi, ils ont réussi. Enfin, attends, mais Sané, je suis pas d'accord, ça, pour ça. Sané sous Manchester City, c'est pas le même que Bayern, maintenant au Bayern. Hein. C'est pas les mêmes joueurs de ballon. Hein. Oui, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'on attendait plus à City 2 et ils ont pas apporté forcément. Attends, le meilleur Sané que tu as en Europe pour le moment, c'est sous Guardiola. C'est à l'époque. Mais c'est ce que j'ai dit, les a fait progresser. Après, il y avait des attentes plus hautes, je pense. Sterling, il fait une saison à, je pense, 19 buts, où c'est peut-être le 3e meilleur buteur d'Europe. Je crois que c'est sa 2e saison qui est la meilleure. Donc, non, pour moi, ils ont été exceptionnels à un moment. Enfin, pour moi, le Manchester City 2018-2019, des ailiers avec Sterling, Sané, il n'y a pas eu un Manchester City, visuellement en tout cas, plus beau à voir. Là, le City actuel, personnellement... mais sur le moment-là, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu la C1, et donc du coup, petit à petit, ils ont même disparu. Je pense que c'est pour ça que Guardiola a changé, que maintenant c'est plus, on va dire, une sorte de position, je ne vais pas dire stérile, mais de contrôle, avec des joueurs comme Rodri, tout ça. Et maintenant, c'est pour ça que Doku... Attends, on a bien compris, mais il faut avancer parce qu'on en a encore d'autres, Sacha. Je passe à Lavia. Lavia à Chelsea. Bon choix, mauvais choix, Richie? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, en tant que fan de Chelsea... En tant que fan de Chelsea... Déjà, t'es dubitatif, ça veut dire que t'es pas sûr de... Parce que... Pourquoi? Chelsea, ils ont quand même fait un gros mercato au niveau du milieu. Donc, est-ce qu'il aura sa place ou du temps de jeu? Ça, vraiment, c'est la question que je me pose. Il était en tribune face à Nottingham. Hein. Ça, c'est important à le souligner. Donc, c'est quand même très difficile. Il n'est pas remis, apparemment, de sa blessure. Physiquement, c'est un problème. Mais vrai souci pour... moi, en tant que fan de Chelsea, je trouve que c'est un bon choix. Parce que, OK, il y a eu un gros mercato au niveau milieu à Chelsea. Mais il va d'office avoir sa place, je vais dire. Alors, j'espère que Pochettino ne va pas continuer avec sa défense à 3 de merde, je vais le dire, de merde, qui ne fonctionne pas, et qui va repasser avec une défense à 4 et un milieu à 3, où là, on va pouvoir avoir probablement un Lavia à son poste, et entouré de bien meilleurs joueurs qu'à Southampton, qui vont lui permettre de progresser. De toute façon, dites-moi si je me trompe, il est parti pour 7 ans, là, non? C'est ça, il a signé un contrat de 7 ans plus une année d'option. Là, il a mis sa famille à l'abri. Lui, il peut le dire, tu vois. Parce que lui, vraiment, c'est un petit, il était pas dans la modification Witsel, tu vois. Lui, il peut dire. Next, et là, je pense que ça va peut-être faire débat, parce qu'on en a un peu parlé. Luke Bacchio à Séville. Mauvais choix. Moi, je le dis pour une seule fois, et après, je vous laisse faire, mais moi, j'y crois pas. Mauvais choix. Ouais, j'allais dire unique choix. mais oui, mauvais choix, du coup. Mauvais choix aussi. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ce genre d'équipe, je sais pas. Je le sens, mais venir... Surtout Séville actuellement... 0 sur 9. Ouais, on est au-delà du résultat, j'ai pas l'impression que c'est le genre d'équipe ouvert à ce type de joueurs. Il y a des joueurs comme Ocampos, peut-être on peut peut-être le comparer dans le style, et ça marche plutôt bien, mais moi, c'est plutôt l'équipe, tout ce qui se passe autour, le départ de Monchi, les recrutements sur les dernières années. Et même s'ils gagnent l'Europa League la saison dernière, leur saison en championnat, c'était quand même... Mais c'était très compliqué parce qu'à la base, il ne voulait même pas y aller. Il a été à Burnley et ça ne s'est pas bien passé. Enfin, il n'a pas trouvé un accord avec Burnley. Finalement, il est allé en Espagne. Ça s'est bien passé parce que je pense que son entourage aussi, il avait besoin de la validation des gens qui l'entourent au quotidien. Et puis finalement, il a fait ce choix. Mais qu'est-ce qu'il va apporter au FC Séville aujourd'hui ? Et surtout, dans quel état physique est-il? On parle d'un homme qui n'a pas fait de préparation, qui devait partir depuis le début du mercato et qui avait sollicité notamment à l'époque son ancien agent pour le faire, qui a quitté son agent en plein milieu du mercato, qui a eu des problèmes liés à ça et qui aujourd'hui se retrouve catapulté mi-août dans une équipe qui est championne d'Europe en titre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut replacer les trucs dans leur contexte avant de faire un jugement, tu vois. Et moi, je me base sur le fait de...
il n'est pas au même niveau physique que les autres. Et le football, à un moment donné, il faut savoir courir. Surtout dans le football moderne. Dis-moi si je me trompe, la preuve avec Januzaj, il y avait ce problème à Séville, il n'était pas au niveau physiquement, et le mec a disparu, mais totalement. Il n'a pas beaucoup joué, Adnan. Je crois qu'il a été pendant 6 mois, il a signé que la saison dernière, il a été pendant 6 mois à Séville, il était prêté dans la foulée à Başakşehir. Les 6 mois qui ont suivi, et puis finalement aujourd'hui Séville veut totalement s'en débarrasser. Il est encore en discussion avec des clubs saoudiens, mais il a gâché un peu sa carrière. C'est très compliqué de réussir à Séville, c'est un club très particulier. C'est exactement ce que je me disais, c'est particulier. C'est très particulier, même dans l'attitude de qu'est-ce qu'on attend d'un joueur sévillan. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais toi tu t'en souviens peut-être, Sacha, moi le premier joueur où je me suis dit c'est peut-être un peu lui qui avait un peu relancé au-delà de Kompany, c'est cette hype belge à l'étranger, c'est Tom de Mul. Oui, Tom de Mul qui est arrivé à Séville, on se dit enfin, un joueur avec un talent qui dans une équipe fonctionne. Disparu totalement, le gars. Tom de Mul, il a arrêté sa carrière très rapidement et il est devenu. Mais ça même pas, c'était un flop là-bas. Et il est devenu, pour la petite anecdote, aujourd'hui l'agent de Charles de Ketelaar. Charles. On avance parce que c'est vrai qu'on est déjà un peu à la bourre, mais bon, c'est parce que on parle beaucoup, on aime bien, et puis ça nous fait plaisir d'avoir Richie aussi qui donne son avis en tant que footballeur pro. On parle maintenant de Castagne. On va peut-être aller plus vite pour ce genre de joueur. Castagne à Fulham, bon choix, mauvais choix. Bon choix. C'est un bon choix. Ouais, bon choix. Bon choix pour tout le monde. Sallemakers à Bologne. Bon choix aussi, je trouve. Bon choix. Thiago Motta, bon choix. Ouais. Ok, parfait. Tielemans, je voulais revenir sur lui. Tielemans à Aston Villa, bon, ok, il est arrivé gratuit, mais est-ce que c'était... Ouais, c'est un bon choix. Un bon choix pour le talent Choix qui remet les idées en place, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de gens, je me souviens quand on avait posté le transfert, genre, mais comment ça, Aston Villa, pourquoi il va pas à Manchester United, pourquoi il va pas au Milan? Là, on voyait les remplaçants à Aston Villa, et à un moment, il faut voir le niveau du joueur. Il n'avait pas le niveau pour prétendre à des top clubs. Là, Aston Villa, c'est quand même une équipe avec un bon coach, qui a des ambitions. Et attention, c'est pas sûr qu'il soit tout le temps titulaire. Il n'est pas du tout. Pour l'instant, il n'est pas du tout. Camara et au bout de 5 matchs en Pro League, là, attention, il y a Sacha qui a une info là. Non, il n'y a pas d'info. Tout va bien. C'est vrai qu'on. Non, je lisais simplement un petit message qu'on m'a envoyé, mais pas encore de quoi te faire d'info mercato. Ah, tu en voulais une. Il attendait ça. Bon, on va terminer cette partie par. C'est un peu la même chose que Doku, donc j'imagine, et j'espère t'entendre dans ta logique que c'est un mauvais choix. Openda à Leipzig. Non, si on suit ta logique. Non, bon choix. Pas du tout, c'est un très bon choix, lui. Est-ce que tu ne penserais pas qu'il a fait Quel est le lien entre Alors Tielemans et je t'explique. La logique de Patrick, si je ne me trompe pas, Doku à Rennes, il a fait une demi bonne saison. Peut-être qu'il devrait encore un peu plus rester à Rennes pour continuer à performer. Et Openda, il a fait une bonne saison à Lens. Est-ce qu'il veut pas justement avec Ligue des Champions? Il a sa saison où il finit plus de 20 buts en Ligue 1. Attends, est-ce que Openda... Non. Mais il y a des défenseurs là. On va parler franchement. Est-ce que Openda pouvait faire mieux que ce qu'il a fait cette saison avec Lens la saison d'après? Non, il avait franchi son palier. Il avait atteint son maximum avec le RC Lens. La meilleure manière pour lui individuellement de hausser son niveau de jeu, c'était tout simplement de passer une étape au-dessus. Et c'est pour ça qu'il a forcé son transfert du côté de Leipzig. Mais parce qu'à moi, je ne remets pas en question le transfert. Je dis juste, peut-être que Richie, tu peux donner un avis là-dessus. Enfin, je pense que quand on fait une première bonne saison dans un club, est-ce qu'on n'attend pas la saison suivante pour confirmer? Non, je sais pas. Je sais pas, ça dépend. Dans mon cas, moi, si je fais une bonne saison à Louvain, après, s'il y a le club, je vais dire non, voilà quoi. J'avais juste une question pour Richie. C'est quoi ton club préféré? City. C'est Manchester City. Ok, mais depuis longtemps, c'est quoi l'époque Citizen qui t'a fait kiffer? C'était quand Guardiola est arrivé en fait. Ok. Ouais. Dès l'arrivée de Guardiola. Écoute, pourquoi pas? On pourra redébattre de ça si un jour Richie fait une super saison à l'année après. Je donnerai à ton papa le numéro de tête. Mais non, mais c'est vrai. Bon, je vous avoue, je comprends pas trop alors du coup, parce que là, on parle d'un. J'aime beaucoup Openda, attention, mais est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite aussi? Enfin, je sais. Alors tu vas me dire, Leipzig, c'est peut-être pas non plus le tout haut, faut pas exagérer. Mais voilà, je sais qu'en tout cas en France, et toi tu sais bien parce que tu suis les médias français, il y a quand même pas mal de gens qui lui ont dit il avait la Ligue des Champions, peut-être le moyen d'encore avoir une expérience en plus. Mais les supporters de Lens, ils ont abusé à fond. Ils ont été trop dans le côté dithyrambique par rapport au club et tout. On reste quand même dans un club qui à la base était promu, qui a fait une deuxième saison après exceptionnelle, qui effectivement a atteint des niveaux et un niveau collectif extraordinaire.
mais il faut bien replacer c'est quoi l'RC Lens par rapport à Leipzig. Leipzig, c'est un bulldozer, c'est Red Bull, les gars. À un moment donné, il faut se dire les choses comme elles sont. Et le RC Lens, ça reste que le RC Lens. Hein. Il y a un monde de différence en termes de professionnalisme, en termes de travail, en termes de niveau, en termes d'exigence et en termes de ce qu'on va te demander pour devenir un joueur d'un haut niveau. Entre Lens et Leipzig. Leipzig, c'est l'étape parfaite pour ensuite aller signer au Real Madrid, aller signer à Manchester City. Tu passes pas de Lens à Manchester City. Cite-moi combien de joueurs qui ont fait ça. Personne. Jérémy Doku. Oui, Jérémy Doku l'a fait Rennes. Jérémy Doku l'a fait Rennes. Ouais. C'est pas la même chose encore en termes de strate de classe. En plus, Openda a fait une saison complète et très bonne. Ouais. Donc, et en plus, lui, il est pas tout seul. En fait, dans son équipe, il y a un joueur qui a fait exactement le même process que lui. C'est Xavi Simons. Il a fait une saison PSV, une saison incroyable. Direct, ils partent à Leipzig et pour moi, ils ont raison tous les deux. Leipzig, on voit les joueurs Gvardiol, des joueurs de Szoboszlai, tous des joueurs, ils ont fait leur saison à Leipzig, ils se sont améliorés et puis ils savent qu'ils ont une trajectoire déjà prête. Et en plus, Openda, quand on regarde, on voit quand même sa carrière, elle est vraiment réfléchie. Il est parti aux Pays-Bas, aux Vitesse, il a performé. Puis il va à Lens que peut-être tout le monde ne connaît pas, il performe. Là, à Leipzig, moi je trouve que... Ok, très bien. Clément, d'accord pour conclure ici cette partie ? D'accord, à 1000%. Très bien. J'ai pas grand chose à rajouter, je trouve. Franchement, il en fallait un précis et concis. Tout ce qui était dit. vous m'avez convaincu. Je demandais juste à voir. Je me dis simplement, voilà, est-ce que moi je suis prudent. Tu sais, moi je suis quelqu'un de prudent. J'essaie toujours de me dire, tu sais, moi quand j'ai signé au Indiana Pacers, parce que je t'ai dit, j'ai attendu avant de repartir au Chicago Bulls. La plupart des gens qui vont regarder cette émission ne savent pas c'est quoi les Indiana Pacers. Oui, c'est vrai. Parlons pas de ballon orange. On est là dans une émission de foot avec Richie Zagrado en invité. Encore merci Richie d'être là. Et on passe tout de suite cette fois-ci à un autre sujet très important où on va y avoir un peu de bagarre, je pense. C'est les Diables Rouges, les next match. Quid? Alors les Diables Rouges avec cette question, on va faire brièvement, tout le monde est au courant, hein, Nokador, les deux meilleurs amis sont muertos, hein, Courtois, De Bruyne, un Lukaku en méforme, avec un mercato compliqué, on en a parlé tout à l'heure avec vous messieurs. La question est toute simple. En voyant la sélection, on va la voir tout de suite sur l'écran, la dernière sélection de Domenico Tedesco. En voyant cette sélection, en se disant que c'est nos joueurs principaux que sont Courtois et De Bruyne, avec un Lukaku en méforme, est-ce que sans ces cas d'or, l'équipe peut-elle performer ? Peut-elle s'en sortir ? S'en sortir, oui. Pas encore aller très loin dans des grands championnats, etc. À l'Euro, on aura d'office besoin de Courtois et De Bruyne, sinon je pense qu'on va se casser la tronche, mais fort. Si on les a, ce sera déjà un peu mieux, parce que c'est des mecs qui ont fait déjà 2 Coupes du Monde, 2 Euros, donc ils savent c'est quoi de se mettre dans cette bulle Coupe du Monde, dans cette bulle Euro. Mais sans eux, là, il y a des bons joueurs, hein. Il y a quasi que des bons joueurs d'ailleurs. Sinon, ils seraient pas là. Mais ça manque d'expérience en fait de très très haut niveau et de tournois majeurs. Moi perso, quand je vois cette sélection, Sacha, je me dis, effectivement, je suis d'accord avec Clément, et tu me diras ce que t'en penses, c'est une bonne sélection, mais quand même, c'est plus... En fait, c'est qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une sélection belge ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Quand on a passé l'après-Martinez, on a dit qu'on allait avoir justement une sélection, je me rappelle, on avait eu ces débats ensemble, plus homogène, plus collective, moins sur l'individualisme, etc. Et forcément, on aura moins ce type de problème-là. Par contre, oui, bien sûr que quand on regarde sur la feuille de match, c'est moins clinquant, c'est moins intéressant, etc. Mais il faut regarder aussi les moyennes d'âge. La moyenne d'âge, elle a baissé drastiquement. Tu as des mecs qui ont 20 ans au milieu de terrain. Il faut aussi prendre ça en compte, quoi. Puis, on a besoin de quoi ? On a besoin de personnes et de joueurs qui jouent et qui gagnent contre l'Azerbaïdjan et contre l'Estonie. Franchement, tu mets Amadou Onana au milieu de terrain, Aurel aussi dans le milieu de terrain, je pense que tout va bien se passer. Hein. Je pense qu'il n'y aura aucun problème, ils vont faire le taf. Amadou, il est dans une équipe de peintres, mais c'est le meilleur joueur d'Everton. Et c'est certainement aussi le grand perdant du mercato des Diables. C'est aussi un point différent. Mais globalement... sur l'instant T, c'est la pire des sélections. Regarde Didier Deschamps. Il a fait une sélection sans surprise. Pourquoi ? Parce qu'il savait que de toute façon, l'après-mercato, la saison reprend, etc. Les joueurs, ils sont un peu dans un entre-deux. Même au niveau de l'énergie et de ce qu'ils pensent, c'est pas encore très, très clair. Et tu vois que, de toute façon, tu as, une forme de tout simplement... Il n'y a pas vraiment d'attente...
t'as une forme de transition en fait. Tu vois. Ouais, je me doute bien. Bon, après, je parlais pas forcément spécifiquement de ces matchs-là, mais c'était plutôt pour déjà appréhender le futur, en disant que ces 3 joueurs-là qui sont quand même la clé. Richie, je sais pas ce que t'en penses. Sans ces joueurs-là, est-ce qu'on peut réellement s'en sortir à l'avenir? Ça va être compliqué, je pense, sans ces 3 joueurs-là. Mais je pense qu'avec les matchs à venir, cette sélection, ils peuvent commencer à prendre un peu plus d'expérience et se préparer pour l'éventualité de ne pas jouer avec les 3 cadeaux de la Belgique. Tiens, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai, on est dans l'équipe nationale. Tu portes aussi quelque part le maillot de l'équipe nationale chez les plus jeunes. Ça fait quoi? On se demande toujours, c'est un peu la question bateau, mais on se demande toujours ça fait quoi de porter le maillot de ton pays, tu représentes ton pays. À nouveau, quoi, c'est j'imagine une fierté, mais c'est aussi une pression. Est-ce que tu te dis, bon, c'est là où aussi je dois me montrer ou... Une pression, non, pas trop, parce que quand je joue en équipe nationale, c'est toujours pour du plaisir, du bonheur, parce que représenter son pays à l'international, ça fait toujours plaisir. On est là, en plus, avec des joueurs qu'on ne se connaît pas trop, avec différentes mentalités, des joueurs qui jouent à l'étranger. Donc ça fait toujours plaisir d'apprendre à connaître d'autres joueurs. Et en même temps, on peut aussi apprendre d'eux sur le terrain, voir comment eux ils jouent et tout ça, donc non. Pas trop de pression là-bas. Et c'est vrai que pas mal de questions. Vas-y, Sacha. Je vais demander si ça t'améliore, si toi tu sens qu'après, bon là évidemment tu vas vivre le premier avec les espoirs, donc c'est quand même autre chose. Mais est-ce que tu sens que tu t'améliores toi aussi en tant que footballeur après tes passages internationaux? Oui, surtout que j'essaie surtout de regarder les joueurs à mon poste et savoir comment eux ils jouent pour essayer un peu de prod sur eux pour m'améliorer moi-même. Ouais. Et c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de jouer à l'équipe nationale. On a dit que tu as commencé, on en a parlé, je pense que c'était en dehors de l'antenne, donc on peut le dire, en tant que numéro 9. Ouais. Donc tu as commencé comme attaquant, là maintenant tu es passé latéral droit. Est-ce que tu as des modèles à cette position aujourd'hui? Latéral? Ouais. Cancelo. Cancelo? Ouais, Cancelo, ouais, j'aime beaucoup. C'est intéressant ça. Parce que Lucy, c'était... Barça, t'es gentil là maintenant. Ah, oui. Lucy, c'était à Flore de base, au 7. Puis il est passé back. Et Lucy, il a vraiment un style très offensif. Du coup, ouais. Je peux te dire, si tu as sa carrière déjà, vraiment on te le souhaite. Parce que vraiment, c'est quand même déjà un beau parcours, Cancelo. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais moi, il y avait une autre question aussi, que beaucoup de gens aussi se demandent. La différence entre le club et quand tu arrives en équipe nationale, comment tu fais pour t'adapter? Parce que là, très peu de temps pour s'adapter. Il y a très peu de temps au niveau des entraînements. Donc, comment ça se passe en fait? Voilà, vous êtes tout de suite dans le bain avec les entraînements, la tactique. Explique-nous un peu, entre guillemets, un peu les côtés inside un peu d'une sélection. Quand on est en sélection, c'est directement entraînement tactique. Alors qu'en club, des fois, on prend le temps de faire des entraînements normaux pour juste s'entraîner, quoi. Mais vraiment, quand on arrive en sélection, on a un but, c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, et c'est vraiment tactique. Et on va faire ça pendant 1 semaine ou 2 pour préparer les matchs à venir. Du coup, ouais, la pression, je pense pas trop, mais c'est surtout plus strict, on va dire. Et alors du coup, Richie, je te redonne la parole et après je pourrais vous demander un avis là-dessus parce qu'on en avait un peu parlé, il y a une surprise, enfin pour certains une surprise, Sacha, la présence d'Hugo Siquet. Pour certains, pour d'autres c'est pas forcément une surprise. Richie, Hugo, tu le connais un peu, c'est mérité pour toi sa sélection? Je connais un peu Hugo, oui, je l'ai déjà vu jouer, très bon joueur, donc surpris non, pas trop, surtout avec la blessure de Meunier, donc je pense que c'était le seul choix pour le remplacer. Ouais, il y a Meunier, mais il y a aussi, et c'est ce que a dit en fait, si tu veux, Domenico Tedesco en conférence de presse, il a parlé d'Alexis Salemakers. Alexis Salemakers qui était selon lui déjà, et c'est important parce que ça veut dire que dans son idée, c'est déjà un backup. C'est déjà un joueur qui doit pouvoir apporter le remplacement possible à Timothy Castagne. Alors on avait un grand débat, on a si tu veux, une comment est-ce qu'on dit ? Une conversation WhatsApp, voilà, avec Patrick, et lui n'était pas d'accord sur le fait que c'était une grosse surprise. Moi, je trouve que c'est la lignée et le respect de comment est-ce qu'une sélection doit fonctionner. À un moment donné, j'ai mal lu les messages. J'ai mal lu les messages parce que je pensais que justement t'étais surpris. Non, moi j'étais surpris. Moi, je pensais que c'était pas une grande surprise. Et lui, il disait que c'était une grosse surprise. Ouais. C'est ça. Mais moi, j'estime que c'est tout simplement la logique de prendre le latéral droit qui est titulaire avec les U21 et de le mettre avec les A en fait. Alors que Maxime de Kuyper, excuse-moi, mais t'as quand même plein de gens qui sont devant lui. Ouais. Deman a été sélectionné avant lui, donc Deman passait devant lui. Et il n'y a pas eu de blessé. Et Deman était remplaçant U21 de Kuyper. Oui, mais c'est un choix de la part de Tedesco de l'avoir mis d'abord comme sélection. Sélectionné en tant que... Parce que par exemple, il avait repris Aldakil en juin.
à la place de De Bast. Est-ce que Al-Dakhil est devant De Bast dans sa tête? Moi, je ne sais pas. Honnêtement, justement, je ne comprends pas certains choix de Tedesco. Lesquels, par exemple? De Kuiper, je ne comprends pas. Batshuayi, parce que Batshuayi, la première sélection, il dit qu'il l'aurait pas pris. Enfin, il se blesse, mais il dit je l'aurais quand même pas pris. Après, il le prend en juin parce qu'il performe au Fenerbahçe. Maintenant, il est remplaçant de Dzeko et Tadic. Il le prend encore. C'est quoi le choix? Là-dessus, on est d'accord. Moi, j'aurais adoré, tu le sais, voir Ngonge. Cyril Ngonge de l'Hellas Vérone, je trouve qu'il le méritait. Il a fait une super début de saison en Serie A. Il avait quelque chose. En plus c'est un joueur qui a quand même quelque chose. Et en attaquant de pointe à la place de Batshuayi. C'est Hugo Kuipers. Enfin, le mec, il faut qu'il fasse quoi? Ah oui. Il est premier du championnat. Je sais pas si je pense que c'est Eckert le meilleur buteur, mais en tout cas, il marque à tous les matchs. C'est un des seuls attaquants avec Openda qui est actuellement fit, qui enchaîne les matchs. Enfin, c'est quoi le message que tu envoies au championnat de Belgique? Après, du côté, pour revenir juste sur Hugo Siquet, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Sacha que c'est une suite logique. En plus, le cercle, pour l'instant, réalise un bon début de saison. L'année passée, ils ont été loin d'être dégueulasses. Donc, et lui a fait son job. Moi, je trouve Hugo Siquet aussi est un bel exemple en termes de réflexion de carrière, début de carrière en tout cas. Juste une info que je peux donner, comme ça, peut-être ça agrandit l'analyse. Il n'est pas tout seul à décider Tedesco. Il y a Jelle Skjelstad et également Frankie Vercouteren qui a une grosse part. Et ça discute ensemble, et parfois ça fait aussi des choix politiques. Dans les sélections, dans les choix, dans les listes qui sont données, Tedesco, il n'a pas toujours le fin mot sur tout. Il doit aussi, à un moment donné, travailler avec des mecs qui sont à côté de lui, avec qui il a accepté de travailler. Et tu penses qu'il y a des choix politiques dans celle-là, ou alors dans ceux qui sont pas là? Je pense que l'idée, par exemple, c'est plutôt l'idée de Mann, ou l'idée Cercle de Bruges, joueur du Cercle de Bruges, c'est plus une idée Frankie Vercouteren qu'une idée Tedesco. Voilà, c'est tout, tu vois. Une idée Tedesco, ça pouvait être, par exemple, Romeo Lavia, quand il a été sélectionné la première fois. Amin Al-Dakhil, c'est une idée Tedesco, tu vois. Des trucs comme ça. Du coup, par rapport à cette future sélection, enfin, en tout cas, on a un exemple, en tout cas, de ce que pourraient devenir les sélections globales chez Diab. Qui doit être le leader? Qui va prendre le rôle de leader? Amadou? Amadou, d'office. Ah ouais. Ça va être lui le patron de l'équipe nationale. J'ai même envie de dire Amadou m'a mangé mal. Voilà. Pour ceux qui le savent, c'est une petite private joke. Mais non, Amadou, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est le leader que tout le monde attend, tu vois. C'est quand même le gars qui prenait déjà position à la Coupe du Monde. Dans la mentalité, c'est pas prendre la parole. Lui, dans la mentalité, c'est le mec parfait qu'il nous fallait pour l'après Lukaku, l'après Hazard, l'après De Bruyne. Il doit juste essayer, peut-être je me trompe, apprendre un peu à se contenir. Mais il est encore jeune, ça va. Après, il a un dynamisme aussi qui est dû à sa folie dans son jeu, tu vois. C'est un grand numéro 8 qui joue, qui fait 1m90, qui essaye d'aller à gauche, à droite, qui essaye de couvrir toutes les zones du terrain. À un moment donné, il y a un peu d'excès. Et il y a aussi un petit peu de fatigue, parce qu'il se donne tellement que dans l'intensité, tu manques de lucidité. Richie, de ton côté, ces moments un peu d'excès dont parle Sacha, tu les as un peu aussi vécus, par moments trop Ouais, j'en ai déjà vécu beaucoup. C'est surtout fin de match que ces moments d'excès se ressortent le plus. Déjà, le match contre l'Antwerp. Fin du match, il y a eu un petit moment d'excès. Mais vas-y, raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, explique-nous. C'était fin du match, corner pour nous, ballon dévié. C'était Keita, je pense, qui part en contre-attaque. J'étais un défenseur. Comment on va traduire ça? T'as été le chercher. J'étais vraiment plus en avant, je l'ai pris. Tu l'as cisaillé? Ouais, je l'ai vraiment. Mais il se passait quoi dans ta tête à ce moment-là? C'est putain, il faut que je l'arrête, quoi. Enfin, t'as pas réfléchi en fait? En fait, c'était 1-1. Il restait 2 minutes. Je me suis dit, il peut pas passer. Soit c'est la balle qui passe, soit c'est le joueur, mais pas lui. Et c'est lui, c'est lui qui est pas passé. La balle est passée, mais pas lui. C'était Keita, c'est ça? Ouais, c'était Keita. Ah, ancien coéquipier en plus. Non, c'est fou quand même. Enfin, c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir à ce moment-là. Mais bon, parfois, c'est ça aussi qui fait peut-être aussi le charme des joueurs, des jeunes joueurs qui disent moi j'y vais franco, j'ai pas peur. Et c'est là où on en revient où je suis d'accord avec vous. C'est du sacrifice aussi. Ça, ce genre de situation-là, c'est comme par exemple quand Valverde il cisaille Morata, je crois qu'il part en contre-attaque. Il y en a peut-être qui n'auraient peut-être pas osé. Ah, je sais pas. Non, il y en a peut-être qui n'auraient pas osé, mais ça aurait été un mauvais choix. Après, c'est la personnalité de chacun, tu vois. Par exemple, je trouve ça exceptionnel qu'aujourd'hui, on parlait de diversité dans nos talents et d'homogénéité dans le niveau des talents. C'est extraordinaire aujourd'hui d'avoir un latéral droit du niveau de Hugo Siquet, du niveau de Richie, qui est forcément amené à le remplacer à un moment donné aussi, puisqu'il a été sélectionné avec les espoirs. Et puis, d'autres latéraux, comme Timothy Castagne. C'était un peu le problème en plus avant. On avait un problème de pluralisme dans les talents et dans les profils. Richie ressemble pas du tout à Hugo. Tu trouves que tu ressembles à Hugo, toi? Non.
C'est pas ton style. Plus, hein, c'est pas le même style de jeu. Ouais. Tu vois, Hugo, il a plus ce talent du centre banane, etc. Son pied droit, voilà. Bon pied droit. Toi, à un moment donné, tu peux même être attaquant dans une offensive. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dédoubler. C'est hyper intéressant parce que tu es un joueur spectaculaire également. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il y en a pas beaucoup. Hugo doit aussi un peu travailler son physique. En défense, etc. J'ai vu que c'est vrai que. Je ne vais rien dire. Non, mais on n'est pas non plus. Mais on n'est pas non plus dans le même gabarit. Hein. Toi, Hugo, c'est pas du tout pareil, comme le disait. Enfin, au niveau physique, ça se voit clairement. Mais effectivement. C'est vrai que j'ai été, si je peux me permettre, assez impressionné parce que quand on t'a accueilli juste avant de venir ici dans les studios, je me suis dit. En fait, si tu veux, tu as l'air beaucoup moins massif en télévision que ce que tu es en réalité. T'es très solide déjà. Tu taffes un peu ou quoi? Ouais, je travaille beaucoup à la salle à Louvain. Même à Genk, ça aussi, je travaillais beaucoup. C'est le physique, c'était en défense, une chose que je voulais vraiment travailler. Ok, c'est intéressant. Richie, du coup, pour revenir sur les Diables, c'est un peu la question que je vous poserai aussi. Ton 11 idéal, du coup, en partant de ce... Voilà, de cette... Pas forcément de sélection, mais oui, on peut se baser sur cette sélection. Mais avec voilà, les blessés en fait, la question, c'est de se dire, OK, on a des blessés, mais il faut se dire déjà que nos joueurs qui sont blessés, nos cadors, sont plus vraiment éternels. Donc, quel serait pour toi, en imaginant que ces mecs-là disparaissent petit à petit, ton 11 idéal, le 11 qui doit commencer pour une compète Une défense à 3, une défense à 4. Ah, c'est toi qui décides, c'est toi le coach. Ah, c'est chaud. Ouais, peut-être un coup de main, les gars. Hein, je sais pas, vous... Moi, en tout cas, je prends la sélection là, donc, même sans Lukaku, en partant je vais dire. de celle-là. Donc, je vais même enlever Lukaku pour dire vraiment, on a pas nos 3 fantastiques vu que maintenant il n'y a plus Eden. C'est pas une mauvaise idée, tu m'as regardé bizarrement. Moi je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est parce que. Et avec ce qu'on a. Tu voulais l'entendre, mais t'inquiète pas. Mais avec ce qu'on a d'eux maintenant, donc on sait pas encore ce qu'ils vont faire après, donc avec ce qu'on a maintenant, moi je vois, j'espère, un 4-3-3, bêtement un 4-3-3. Tu mets. Si tu prends cette sélection-là, c'est Castells le titulaire d'office. À droite, tu mets Castagne. Pour l'instant, Siquet n'a pas, il n'a pas non seulement l'expérience, mais je pense qu'il n'a même pas le niveau de Castagne. En défense centrale, je vais peut-être aussi enlever Vertonghen du coup, parce que ça fait aussi partie des cadres. Donc je dirais peut-être De Bast en def central droit, et à gauche tu mets un def central gaucher. Donc je crois qu'Aldakil il est gaucher. Non, Aldakil il est droitier. Non, Aldakil est droitier. Théâtre, alors Théâtre, tu mets Théâtre central. Et bon, il n'est pas dans la sélection, mais pour moi, ça doit être de Kuiper à un moment qui doit prendre la place à gauche. Je regardais Sacha Bizarre parce que Lukaku, c'est son joueur préféré. Il a même dit récemment, c'est le mec qui face au goal, il n'a pas le pied carré. Je suis pas un expert en mentalisme. J'ai l'impression que tu mens. Évidemment, c'était une blague. Effectivement, je suis assez d'accord aussi avec ça. Non, mais pour revenir sur ce que dit Clem, et c'est hyper intéressant, je trouve qu'effectivement, pour moi, déjà, il faut démarrer avec une défense à 4. Amin, il est en train de prouver, même s'il y a beaucoup de défaites du côté de Burnley, qu'il a sa place de titulaire, qu'il est en train de la gagner. Wout-Fass perd énormément de points en étant à Leicester, selon moi. Et puis à côté de lui, voir quel type de profil tu veux. Est-ce que tu veux un premier lanceur ? Est-ce que tu veux justement un profil un peu plus hargneux comme Arthur qui joue dans une défense à 4 ? Ou est-ce que tu veux tenter justement un joueur, je dirais, un peu plus... C'est pour ça que je trouve que le duo... Après on enchaîne. Je trouve que le duo, à la limite, du coup, en défense Théâtre de base, c'est bien parce que les deux sont quand même pas mauvais balle au pied. Et t'as quand même Théâtre qui a plus, je vais dire, ce truc un peu fougueux et ce truc un peu plus physique peut-être qu'un de base. Amine est très fort balle au pied sur la relance. Hein. Et Amine, il joue en première ligue. Zeno de base, je sais pas si t'as vu son match face à Genk, mais il a fait des erreurs. C'est abominable. Il y a des trucs où je me dis, il est très fort, il a un grand potentiel, mais parfois il oublie sa tête. Ouais, il fait encore trop de allez, les gars, erreurs. Pour être clair, fais-moi un 11 là tout de suite. Comme donc, ça. avec sans les cadres, etc. Castells au goal d'office, Castagne à droite, défense centrale de Bast, Théâtre, de Kuiper à gauche. Tu mets un milieu à 3, Lavia, Onana, Mangala, Doku à gauche, Openda devant. Bakayoko à droite. Mais il a triché là. T'as triché parce qu'il n'est pas dans la sélection. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on parlait de l'avenir. C'est pas basé sur la sélection. Non, mais on va dire que c'est un modèle. Alors moi, je vais mettre Richie. Voilà. À ma prochaine sélection. D'ailleurs, je crois que en fait, t'as reçu un message de Tedesco. C'est pour ça que tu regardais tout à l'heure. Il disait, vas-y, fais-le un peu parler. J'ai envie d'en savoir un peu plus. C'est ça, non? C'est ça, exactement. Allez, on enchaîne direct avec la dernière partie, messieurs. Donc du coup, on va parler de Jupiler Pro League. Jupiler Pro League, on va pas trop s'attarder, mais quand même, je vous ai demandé un petit exercice. C'est toujours un peu sympa au début de saison pour voir qui est complètement cheaté à la fin, parce qu'on remontrera ses pronos à la toute fin. Je voulais savoir simplement comment vous voyez cette Jupiler Pro League.
quels seront ceux qui vont participer au Champions Playoff et quels sont ceux qui vont participer au Relegation Playoff. Et donc on va commencer avec ce que Sacha nous a proposé, on va le voir. Alors, dans les Champions Playoff, Sacha nous a fait le club de Bruges en premier, suivi de la Gantoise, l'Antwerp, l'Union, Anderlecht, Genk. Relégation, il va pas se faire des amis à Liège, hein, même si c'est un Liégeois, le gars, direct, il y va. Je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs, mais on verra ça tout à l'heure. Donc Standard, RWDM, Eupen, Courtrai. Timo rapide, les gars. Richie. T'as vu, il a pas mis l'OHL. Hein. Ouais, j'ai pas vu. Je vais pas balancer, mais il y en a qui. Quelqu'un a mis l'OHL ici. Il y a quelqu'un qui a mis l'OHL, je vais pas le balancer, mais il a pris des risques. Il a pris des risques. Non, mais Richie, en vrai, vite fait, voilà, ces équipes-là, quand tu les vois, est-ce que c'est un peu logique RWDM, je pense pas, relégation. Moi, je suis assez d'accord. Pas sûr. Moi, je pense pas non plus. Je pense qu'ils vont quand même, ils vont pas faire une saison exceptionnelle non plus. On enchaîne tout de suite avec les autres pronos. On pourra en discuter par après des choix de chacun, mais les pronos, du coup, je pense que c'est les pronos de Patrick. Je tiens à dire que j'avais dit petite précision. Si Orban restait, je mettais Gand deuxième. On est le 4 aujourd'hui, Orban est toujours là, donc la Gantoise est deuxième. Désolé Richie. Je savais pas que. Je viens de le voir. Oh là là. Aïe. En plus, je pensais c'était pas encore confirmé. Mais, tu vois, je pense qu'il l'aurait pas mis si il savait que tu venais dessus à ce moment-là. Moi, je l'ai mis dedans exprès. Au-delà de l'OHL, quand même, je voudrais t'entendre sur. C'est peut-être pas une surprise à nouveau, mais moi j'ai quand même envie de t'entendre là-dessus. C'est le fait que Anderlecht finalement, réalisera une très bonne saison selon toi. Parce que c'est troisième, quoi, là. Pour moi, c'est presque une menace à Rimmer. On lui a donné un effectif là. Anderlecht a dépensé des sommes qu'on pensait pas qu'ils étaient capables de dépenser. Donc, tu fais venir Matritz, Dolberg, des joueurs vraiment Thomas Delaney, qui a été le joueur de l'année. Tu ne joues pas la Coupe d'Europe. Tu ne joues pas la Coupe d'Europe en plus. Tu n'as pas le choix. Honnêtement, faire autre chose que top 3, c'est un échec. Et voilà. Allez. Je vais le faire, ça sera peut-être l'équipe de l'année. Allez, boum, je la refais, je suis fier de ça. Bon, je pars. Eh les gars, j'ai 34 ans, je fais des blagues de boomer, donc respectez-moi un peu, c'est bon. Allez, les pronos de Clément. Champions Playoff, Bruges, la Gantoise, Union, Anderlecht, l'Antwerp. Richie, ils t'aiment pas du tout. Hein. Ils aiment pas ton équipe. Hein. Vraiment, moi, je suis désolé, je les invite plus. Tu restes avec moi et eux, ils partent. Hein. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre que l'OHL, je trouve que c'est une équipe qui est toujours régulière d'année en année. Quand mais je les vois chaque pas année, ils font des trucs de ouf. T'as vu, ils ont tapé 3-0 au HL. Ils ont tapé qui? Ils ont tapé Courtrai. Qui les tape pas à part certains clubs de Liège. Oh non les gars, on commence notre émission, on va pas commencer à se fâcher avec nos peut-être une grande fanbase les Liégeois. On va direct regarder ma sélection. Je me suis permis aussi de participer avec vous, hein, les copains. Moi j'ai voulu un peu faire genre. Voilà. Et ça c'est beaucoup plus cohérent. Bravo Malik. Malik, je pense que c'est toi qui as raison. Franchement, viens, je te sers. Franchement, je pense que c'est celle-là. Non, mais c'est celle-là qui va arriver. Pourquoi? Parce que Westerlo, ils vont certainement perdre leur entraîneur Jonas Derouk, parce que le Standard, ils vont essayer de faire Djenepo, mais Djenepo à quelle situation et pourquoi? Et le KV Kortrijk, on ne sait pas trop. En fait, moi je suis moins au fait que vous les gars, mais c'est juste que par rapport au Standard, pour faire vraiment court, moi je les sens dans le dernier recours vraiment à la limite de se sauver. Je les vois pas forcément. Ils vont être en barrage. Voilà, pour parler du Standard, ça c'est fait. Et l'Antwerp, je les ai mis premier parce que, je sais pas, je trouve que, cette équipe ne produit pas du beau jeu, je l'assume. Mais je trouve ça, je vais utiliser un mot fort, hein, mais je trouve que c'est ce genre d'équipe un peu raclure, qui, à la fin, par des mauvaises prestations des autres, boum, arrive, comme cette année où ils ont été champions sur des dernières minutes, etc. Et puis, en fait, moi, vraiment, vous en avez pas beaucoup parlé, mais beaucoup disent que l'Union, cette année, ils vont progressivement redescendre, mais je crois que ça va être une équipe constante. Je sais pas... Richie, je tiens à te dire, j'ai pas mis l'OHL et je les vois même en très bonne position en play-off de l'OHL. On verra. Ça a des objectifs? Si j'avais su que tu venais, je les aurais mis 5e. Non, c'est pour revenir un peu sur les ambitions de l'OHL. Ouais, play-off 2. Objectif, ouais, vraiment. Ouais. Être au moins 6e, pourquoi pas, on va essayer. Mais tu sens aussi que ton équipe, elle s'est améliorée individuellement avec les arrivées de Brod Brunès et Youssef Mazis? Ouais. Tu sens que collectivement, il y a quelque chose en plus? Là, je pense que mentalement surtout, on s'est vraiment amélioré. Maintenant, à voir contre Gand, qu'est-ce qu'on va faire. Mais sinon, oui, je pense pas qu'on va la relégation cette année. Ouais, non. Ça veut dire quand même ils ont beaucoup investi. Suite au départ de Mandela Keita et Patry, il y a quand même eu entre guillemets, une volonté de faire une équipe globalement plus forte que la saison dernière. En fait, le problème aussi, je pense, c'est qu'on a perdu beaucoup de cadres de l'équipe cette année. Du coup, le début de saison, c'était difficile de créer une cohésion de groupe.
Parce que c'est vrai que je rappelle un peu les résultats. Désolé, il faut que je le dise quand même. Bon, c'est une victoire, 2 nuls, 3 défaites, si je me trompe pas. Après, le championnat est long, on le sait. Il peut se passer encore plein de choses. Très vite, parce qu'on est arrivé à l'heure, et on s'était dit que pour une première, on va pas non plus trop parler, parce qu'on a envie aussi que les gens réagissent sur les réseaux pour après rediscuter dans les prochaines émissions. Très vite. Gens, c'est pas les gens, c'est vous. Elle est où la caméra? Les gens, c'est vous. Les acharnés, les passionnés. On vous attend pour réagir sur tous ces débats-là. Très vite, messieurs, qui va éclabousser vraiment la JPR Pro League pour vous? Le coup de cœur, l'équipe coup de cœur, celle qui va, qui mériterait quoi? On est au début de saison, mais allez. On va se mouiller un peu. Vu ce qu'on a vu hier, la Gantoise, honnêtement, le fait que tu gardes Orban, t'as le meilleur buteur belge qui mérite pas d'être en sélection apparemment. Il est bon Patrick. Je vois pas. En plus, Van Azebroek, c'est le coach qui connaît le championnat. Il y a eu beaucoup de changements de coach, mais pas à Gand. Donc là, je pense que c'est leur saison. Moi, je vais parler de Kevin Denke. Parce que je trouve ce joueur exceptionnel, parce que je trouve qu'il a des capacités physiques et surtout un sens du but absolument inné, parce que ce mec n'a rien à faire au Cercle de Bruges, parce que Lyon le voulait, parce que Montpellier le voulait, parce qu'il a décidé de rester pour faire une dernière saison complète, et parce que je pense qu'il a d'ores et déjà le niveau pour jouer au-dessus, le Cercle de Bruges. Ton joueur, mais alors l'équipe, du coup? L'équipe, pour moi, ce serait aussi le Cercle, parce que j'adore cette équipe, parce que je trouve que c'est une équipe Dutch quality. C'est vraiment Bundesliga, c'est très, très agressif dans l'impact, et surtout, c'est une équipe qui ne doute jamais quand elle joue au football. Elle a un plan de jeu, elle suit ce qu'elle a envie de faire, et c'est une équipe aussi à l'image de sa moyenne d'âge, très jeune. Donc dans l'esprit, c'est super intéressant à chaque fois de regarder un match du Cercle de Bruges parce que tu ne t'ennuies jamais. Et moi, objectivement, je dirais l'OHL. Certainement. Il se rattrape bien, il est bon. Non, la Gantoise aussi, c'est sûr que. Et je vais quand même bien suivre Anderlecht parce que. Alors du coup, je te relance. La Gantoise en Europe, tu vois comment? Parce qu'on n'en a pas eu le temps de parler de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont déjà comme groupe, la Gantoise? Je peux te le dire tout de suite. Gand, il est avec l'équipe avec le Maccabi, Luhansk et Breidablik. J'arrive pas à le dire correctement, mais c'est une équipe, si je me trompe pas, d'Islande. Bon, ils peuvent terminer premier de leur groupe, hein. Au moins premier. On peut rêver, et je pense que c'est bien de se terminer là-dessus. On peut rêver d'un club belge vainqueur de l'UEFA Conference League. Voilà, tu penses? Il y a deux dingueries dans cette émission qui ont été dites. Parce qu'on est fan du football belge et qu'on est des acharnés. Il y a Patrick avec le mou, il tient pas, et Sacha qui nous dit on peut avoir un Belge, on peut avoir une équipe belge. C'est vrai que t'as dit on peut. On peut avoir une équipe belge qui gagne le titre. Voilà, la Gantoise qui gagne l'UEFA Conference League, et on se retrouve tous ensemble. Je vous invite sur RMC et on va parler de tout ça. Allez, voilà, let's go. Le rendez-vous est pris, mais n'empêche, c'est vrai que c'est important de se dire que c'est cool qu'un 5 sur 5, même pour le coefficient. On aura l'occasion d'en rediscuter dans une prochaine émission. Évidemment. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première. Je crois que vous avez été très très bons. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, c'était cool. C'était génial. C'était super, en tout cas, détendu, la classe, des vrais pros. On espère que vous aussi, vous avez apprécié. Et je voudrais dire aussi, on voudrait tous dire merci à Richie d'être venu pour cette première, parce que franchement, c'est peut-être pas un exercice facile. T'as au début de ta carrière parlé avec des caméras, mais tu t'en es plutôt bien sorti, quoi. Donc, très belle première. Félicitations, mon frérot. Et on pourra ressortir la vidéo quand tu seras... Quand tu seras à Manchester City. Ou tu seras déjà interviewé sur les plateaux à la BBC et tout. Non, enfin, attendez, mais il a commencé dans une petite émission, une petite pour l'instant. Hein. Mais on sera clairement au niveau de la BBC d'ici à 2 ans. Hein. Clairement, ce sera Match of the Day. Voilà, on espère. Merci beaucoup aussi à vous qui nous avez suivis aujourd'hui pour cette première. Et n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous suivre, à dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. C'est important aussi, les critiques. On est là, nous, on est juste des passionnés, donc on a envie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas sur tous nos réseaux sociaux, et on se retrouve dans 2 semaines pour à nouveau parler du football qu'on adore, le football belge. Ciao, ciao les amis.